Eh bien, je suis Xavier Constancien, je suis coach consultant chez Atlas Performance et formateur, et j'accompagne les entreprises dans tous les problèmes de communication interne qu'elles peuvent avoir. Alors effectivement, il faut bien distinguer la première chose, le problème et le conflit. Le problème est observable. On voit bien un état actuel et un état désiré. Et on est capable de définir objectivement, donc on est capable de mesurer la différence entre l'état actuel et l'état désiré, de façon objective et rationnelle. Par contre, le conflit, on va ressentir également un état désiré qui est différent de l'état actuel, on le voit, mais on n'arrive pas réellement à mesurer ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait faire pour atteindre cet état désiré. Et il y a une charge émotionnelle très forte. C'est-à-dire que souvent, si je prends un exemple, dans les conflits, on va souvent cristalliser sur une personne. Dans le problème, on va dire c'est ça qui ne va pas, c'est ça qui ne va pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Dans le conflit, on va dire ah mais si c'est avec lui, on ne peut pas communiquer. Ah mais lui, il est psychorigide, c'est pas la peine de faire quelque chose. Je n'arrive pas à travailler avec lui. C'est une feignasse, il arrive en retard. Il va y avoir beaucoup de jugements qui sont émis. C'est le côté émotionnel du conflit. Et là, on sent effectivement que ce n'est plus un problème rationnel. Alors les conséquences d'un conflit, déjà, bien distinguer le conflit qui est bien géré, qui lui aura des conséquences positives, parce qu'entre guillemets, il fait avancer le schmilblick. Après, il y a le conflit mal géré ou pas géré du tout. Lui aura des conséquences négatives. Dans ces conséquences négatives, une des premières qu'on peut citer, ça va être la perte de temps. Une étude montre que 30% du temps du manager, en gros, est dévolu à gérer les conflits. Alors, plus ou moins avec de la réussite en plus. Ça veut dire qu'en fait, un temps qui est déjà compté d'un manager, qui devrait être dévolu pour le coup à organiser, décider, animer, anticiper, vérifier, soutenir ses troupes, que sais-je encore. Eh bien, un tiers est phagocyté par la gestion de conflits, avec ce que ça demande comme concentration, ce que ça génère comme fatigue et stress. Le deuxième point qui est important, c'est la perte de rendement. On peut le comprendre avec le manager qui déjà perd 30% de son temps à gérer les conflits. On peut comprendre qu'il va y avoir une perte de rendement sur son travail. Une étude montre qu'en fait 65% des problèmes de rendement sont dus non aux aptitudes ni à la motivation des employés, mais aux relations tendues dans l'entreprise. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes en relation tendue, alors qu'il vous faut une concentration optimale pour une tâche complexe, par exemple, qui doit être menée diligemment, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes en train de ruminer des pensées négatives, comment allez-vous arriver à vous concentrer à 100%? Vous n'y arrivez pas. Ensuite, ce manque de concentration va entraîner un manque de motivation, une baisse de la motivation. Ce qui est logique, quand on n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose, à un moment on se lasse. Mais le cercle vicieux se met en place. Le manque de motivation va aussi entraîner un manque d'implication à long terme. C'est-à-dire qu'une personne qui avant s'impliquait, par exemple, au-delà de sa tâche, à faire des heures supplémentaires, pour finir son travail, vraiment avec une conscience professionnelle, et bien là, dans une ambiance délétère, elle va regarder l'heure, et dès que ça va sonner, elle va partir. C'est la différence, c'est le manque d'implication qu'il va y avoir chez les employés, et à force, ça risque de se généraliser. Et on appelle ça le présentéisme passif. Je suis présent, mais je ne m'implique pas. J'attends juste mon chèque à la fin du mois. La deuxième chose, ça peut être carrément une attitude contre-productive. Quelqu'un qui va se braquer va créer une résistance à ce conflit. Mettons que ce soit un conflit avec la hiérarchie. Et bien qui va tout faire pour vous mettre des pots de banane, pour traîner les pieds pour faire les choses. Différer ce qu'il peut faire rapidement. Parce qu'il est en résistance. Donc là, on voit que c'est vraiment contre-productif. Et l'attitude contre-productive peut aller jusqu'au sabotage. Le sabotage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vraiment faire tout
pour enrayer la bonne marge de l'entreprise. Je prends l'exemple d'un commercial qui, par exemple, un jour s'est aperçu que ce commercial qui avait un conflit avec la hiérarchie, et ben, auprès des clients à l'extérieur, il dénigrait l'image de l'entreprise. Donc là, il est contre-productif. Un autre comportement qu'on peut voir, c'est le micro-absentéisme. Le micro-absentéisme, c'est quoi? C'est en fait quelqu'un qui, d'habitude, gérait ses rendez-vous privés pour pouvoir bien les disposer hors de l'emploi du temps professionnel, mais qui là, comme l'ambiance est délétère, eh bien, va se permettre, même inconsciemment, de prendre ses rendez-vous privés sur l'agenda professionnel. C'est la personne qui va vous appeler le matin en disant « je peux pas venir, j'ai rendez-vous avec le médecin ». Ou mercredi prochain, j'ai rendez-vous avec le médecin. Alors qu'avant, dans une ambiance qui était propice au travail et agréable, eh bien, elle allait prendre ce rendez-vous, elle allait se forcer à prendre ce rendez-vous le samedi ou le soir après le travail. Il faut savoir que l'INSEE déclare le micro-absentéisme comme la cause la plus pénalisante en termes d'organisation des services. L'autre conséquence négative d'un conflit, c'est carrément l'absentéisme. L'absentéisme, pourquoi? Parce qu'en fait, une étude montre que le stress est à l'origine de 50 à 60% de l'absentéisme. Or, une autre étude montre qu'aujourd'hui, en 2019, le conflit est la première cause de stress en entreprise. Donc on voit bien la corrélation. Et on comprend très bien qu'une ambiance pesante, tendue, un conflit chronique peut générer au niveau physiologique comme psychologique chez la personne des problèmes de santé et des arrêts maladie. Sans compter qu'un conflit qui par exemple touchait 2 personnes peut largement se propager. J'ai envie de dire comme un feu de forêt. Pourquoi? Parce que beaucoup de protagonistes, par exemple, vont chercher un soutien chez leurs collègues. Et s'ils le trouvent, alors le conflit va s'étendre. Ça peut être aussi un collaborateur qui n'a rien à voir avec le conflit, mais qui de lui-même va prendre parti. Là, vous comprenez bien que le conflit va s'étendre. Et il peut s'étendre jusqu'à un groupe, mais jusqu'à un service, voire jusqu'à une entreprise. Et là, la productivité va vraiment en prendre un coup. La dernière conséquence que je peux voir, ça va être le turnover, ou le départ de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, ne supportant plus cette ambiance due au conflit chronique, eh bien, les gens vont partir. C'est ce que montre une étude qui montre qu'en fait, le conflit chronique est un facteur décisif dans 50% des départs. Mais ça, c'est une implication économique énorme. Parce que le coût d'un départ d'un salarié, quand on compte la formation, quand on compte l'intégration d'un nouvel arrivant dans une équipe, la vacuité du poste, avec les problèmes d'organisation que ça va engendrer, eh bien, ça coûte environ 75 à 150% du salaire annuel. Et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'un conflit mal géré ou pas géré du tout peut avoir des conséquences non négligeables, économiquement parlant et humainement parlant. Or, la résolution de conflits nécessite une bonne communication. Et pour avoir une bonne communication, il faut commencer par les principes fondamentaux, il faut les connaître. Et là seulement, on pourra instaurer une ambiance de travail collaborative et constructive, propice à la réussite économique et humaine. Voilà. Merci beaucoup.